Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la définition. Bien que cela paraisse être un sujet consensuel et peu profond, j'aimerais aujourd'hui vous démontrer le contraire. Tout d'abord, il faut bien comprendre que un mot peut avoir plusieurs définitions différentes, de la même façon qu'une définition peut se trouver exprimée par plusieurs mots différents. Dans ce cas, ils seront donc synonymes, même s'il peut y avoir parfois de légères fluctuations dans le sens. Pourquoi cela est-il un sujet important à mon sens ? Parce que sur cette chaîne, on veut apprendre à se focaliser sur les arguments. Or, quand on veut débattre avec des arguments, on va parler avec des mots, et si les deux personnes qui débattent utilisent un même mot, mais avec des définitions différentes, le débat va être stérile. Il en sera de même si on utilise des mots différents en croyant parler de choses différentes, alors qu'en fait, on parle de la même chose. C'est absolument essentiel, et c'est la raison pour laquelle c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne, parce que c'est la base de la base. Pour vous montrer à quel point le sujet est important, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est tout simplement Dieu. Dieu, donc, a plusieurs définitions, comme vous le savez, mais la plupart du temps, quand il est utilisé, par exemple, dans les articles journalistiques, dans les sondages, etc., la définition n'est pas donnée. Par exemple, dans un sondage, il va être demandé si l'on croit en Dieu ou non. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier quand il y a plusieurs définitions absolument opposées de Dieu? Par exemple, il existe la définition théiste, TH, de Dieu, et la définition déiste de Dieu. La définition théiste, c'est tout simplement un Dieu personnel, c'est-à-dire un Dieu avec une personnalité. Un Dieu qui a une personnalité, c'est simple. Il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas, des choses qu'il déteste, des choses qui le font mettre en colère. Il peut avoir de l'aigreur. De plus, il a un certain sens du bien et du mal et donc de la morale, qui va nous récompenser si on fait les choses bien et qui va nous punir si on fait les choses mal. Ça, c'est la définition théiste, la définition qui se trouve dans les religions. La définition déiste, c'est un Dieu sans personnalité, c'est donc un Dieu impersonnel. Un Dieu impersonnel, c'est un Dieu qui n'a pas de personnalité, et donc il n'y a rien qu'il aime plus que d'autres, rien qu'il ne déteste plus que d'autres. C'est une sorte de champ de conscience neutre tout simplement. Ces deux définitions-là de Dieu ne sont pas compatibles. Dans un cas, il a une personnalité et il est séparé. Dans l'autre cas, il est partout et il n'a pas de personnalité. On voit bien que ce sont deux concepts absolument opposés. Or, par exemple, quand il y a des articles ou des sondages qui parlent de Dieu, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ils ne précisaient pas ces sens-là. Ça veut dire que les données qu'ils vont récolter sont très peu représentatives. C'est un petit peu comme si un sondage demandait « Est-ce que vous aimez les fruits et les légumes ?» Et à ma connaissance, il n'y a personne qui n'a mangé que de la viande toute sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que il peut très bien y avoir des personnes qui ne mangent que des légumes, d'autres personnes qui ne mangent que des fruits. Ils sont certainement en minorité, mais ils existent. Ainsi, on peut avoir des personnes aussi opposées que cela dans un même groupe. Ce n'est donc pas quelque chose de très représentatif. Eh bien, c'est la même chose, par exemple, pour la question de Dieu. Donc, à la base, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai dit que c'est un sujet assez consensuel, l'importance de la définition. Et pourtant, comme je viens de vous le montrer, c'est un travail qui n'avait même pas été fait par les instituts de sondage, par les journalistes, etc., qui, seulement quand ils vont parler de certains courants moins officiels, qu'ils vont commencer à rentrer dans le lard de la définition. Mais sinon, ils n'en parlent pas, et je trouve ça très dommageable. Ainsi, cela donne un ton non neutre au débat, en fait, sur la question de Dieu. Pourquoi ? Parce que il y a des fois où j'ai voulu participer à de tels débats parce que c'est une question qui m'intéresse, et la seule définition qui était autorisée, c'était la définition théiste de Dieu. Et je trouvais ça complètement bête. Pourquoi se limiter à une seule définition, alors que vous utilisez un même mot ? À ce moment-là, il faut pas l'appeler Dieu, il faut l'appeler Dieu théiste, Dieu religieux, mais Dieu dogmatique, mais pas Dieu. C'est absolument réducteur. Parlons maintenant d'un autre sujet, même s'il est un peu lié, l'islamophobie. Vous le savez peut-être, mais l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Sauf qu'elle a deux définitions complètement opposées. Une définition dit que c'est de la musulmanophobie, c'est-à-dire la peur du musulman. Une autre définition dit que c'est tout simplement
la peur de l'idéologie islamique. Mais ces deux définitions sont complètement opposées. Pourquoi? Parce que dans une définition, on est fasciste, raciste, dans le sens où on a peur d'une certaine ethnie, d'une certaine catégorie de la population. Sachant que ça représente 1,5 milliard de personnes sur la planète, il y a quand même un problème avec ça, parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des sensibilités différentes. Être islamophobe dans le sens musulmanophobe, oui, c'est raciste. Par contre, dans l'autre cas, l'islamophobie dans le sens peur de l'islam ou dans le sens anti-islam, eh bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont anti-islam parce qu'ils ont lu les livres islamiques et ils estiment que l'islam en tant que doctrine et en tant qu'idéologie est quelque chose de politique et fasciste, parce qu'il va discriminer les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah. Et le problème avec ça, c'est que ces personnes anti-islam sont donc antifascistes. C'est-à-dire qu'il y a une définition d'islamophobe qui fait que tu es un fasciste et l'autre définition qui fait que tu es antifasciste. Ce sont deux définitions qui sont absolument et totalement opposées. Et encore une fois, si vous regardez la définition dans les médias, ils vont jouer le jeu un peu flou. C'est-à-dire que pour eux, l'islamophobie, c'est tout simplement de la musulmanophobie. Être anti-islam, ce n'est pas possible parce que l'islam c'est une religion de paix, etc. Je trouve ça très dérangeant, ce glissement sémantique. C'est-à-dire que si on est anti-islam, ça veut dire qu'on est forcément islamophobe, et qui dit islamophobe dit qu'on est forcément musulmanophobe. Alors, on peut très bien être anti-islam et musulmanophile, dans le sens où on a autant de compassion pour un musulman que pour quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire égalité des hommes, égalité des personnes. Et c'est un concept, encore une fois, qui n'est pas traité dans la presse, et je trouve ça dommage. Encore une fois, c'est un concept sémantique qui est vraiment ultra important. Je ne sais pas si vous imaginez que dans un cas, si on vous dit que vous êtes islamophobe, on vous traite de fasciste, et dans l'autre cas, on vous traite d'antifasciste. Il y a quand même une différence absolument énorme. Et c'est pour ça que la définition est hyper importante et les gens ne se focalisent pas assez là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui se revendiquent islamophobes, tout simplement parce qu'ils sont anti-islam, ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont rien contre les musulmans, ils sont juste anti-islam et donc ils sont islamophobes. Et pourtant, les médias, encore une fois, continuent d'appuyer dessus en disant que c'est juste de la musulmanophobie cachée. Mais encore faut-il le prouver. À partir du moment où on n'arrive pas à le prouver, je n'ai aucun problème à rencontrer une personne qui se déclare antifasciste, islamophobe. Ça ne me dérange pas. Tout simplement parce que je sais qu'elle respecte les musulmans, c'est juste que elle fait une étude où elle va publier par exemple des livres qui va dénoncer la politisation de l'islam qui se trouve en fait dans l'islam depuis 1400 ans. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point la sémantique a glissé au fil des ans, le rapport annuel 2003 remis au Premier ministre par le Haut Conseil à l'intégration avait cette définition de l'islamophobie. Le Haut Conseil à l'intégration rappelle unanimement qu'en République, la critique de la religion, comme toutes les convictions, est libre, qu'elle est constitutionnellement garantie et qu'elle fait partie de la liberté d'opinion et d'expression. Elle ne saurait être assimilée au racisme et à la xénophobie, que les membres du Haut Conseil à l'intégration réprouvent et combattent activement. La pratique de la religion étant libre, l'islamophobie, c'est-à-dire la peur ou la détestation de la religion islamique, ne relève pas du racisme. Pour comprendre un petit peu comment le sens a pu glisser au fil des ans, donc ça c'était en 2003, et maintenant en 2017, on se retrouve avec des définitions qui disent que l'islamophobie c'est toute atteinte aux institutions et aux personnes qui ont rapport avec la religion islamique. C'est en tout cas la définition qui est donnée par le collectif contre l'islamophobie en France, et c'est une définition qui est reprise généralement par tous les médias, l'Express, Le Monde, etc. Voilà, c'était juste pour vous indiquer un petit peu comment définition peut changer au fil des ans. Enfin, je vais prendre des sujets un peu moins sérieux. Avez-vous entendu parler de jeux de rôle? À la base, c'est un jeu de société qui se joue à plusieurs avec un maître du jeu qui va raconter une histoire et les autres joueurs qui vont participer tout simplement à la partie. Dans ce genre de jeu, on peut trouver les caractéristiques suivantes. Une personnalisation du héros, des dialogues à choix multiples, des quêtes secondaires, des points d'expérience, des points de caractéristiques, un côté aléatoire parce qu'il y a un lancer de dés, parfois des dés assez compliqués, ils n'ont pas forcément que 6 faces,
On trouve aussi une forme de tour par tour. Et enfin, un équipement et un inventaire permanent. C'est-à-dire que quand on ramasse un objet, on n'a pas un autre objet à relâcher. Ainsi, tout ce qui comporte au moins un de ces 8 éléments est dit comme RPG, c'est-à-dire jeu de rôle. Tout simplement parce que le jeu de rôle est composé de ces 8 éléments caractéristiques, et que si on prend seulement un seul de ces éléments, forcément, il va y avoir une caractéristique RPG dans le jeu que l'on est en train de faire. Le problème avec tout ça, c'est que comment définir un RPG? Est-ce qu'un RPG, c'est un jeu qui doit forcément réunir ces 8 caractéristiques-là? Ou alors seulement 6, 4, 2, 1? Et c'est bien là qu'il faut comprendre que la définition est ultra importante, parce que beaucoup de définitions sont relatives. Définition relative, ça veut dire que si pour une personne, seulement une de ces caractéristiques est présente dans un jeu, ils vont l'appeler RPG. Et pour d'autres, il faut que les 8 éléments soient réunis pour que ce soit des RPG. Est-ce que les deux ont tort? Non, ce sont deux personnes qui ont fixé une définition et qui s'en tirent à leur définition. Et c'est pour ça aussi que certains débats sont stériles, c'est-à-dire que deux personnes utilisent deux définitions non compatibles et deux définitions qui peuvent être vraies en même temps, tout simplement parce qu'elles résultent de deux points de vue différents. Parlons maintenant du cas de Zelda. Alors Zelda est un jeu qui a mené à beaucoup de débats houleux, tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur son genre. Est-ce que c'est un RPG ou non? Est-ce que c'est un action RPG ou un simple jeu d'aventure? Alors Zelda, c'est bien simple, il a deux éléments de RPG dedans. Un équipement et un inventaire permanent, ainsi que des quêtes secondaires. Ainsi, on se rend bien compte que ces débats étaient complètement vides, insipides et creux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compris que les définitions sont subjectives, eh bien, plusieurs définitions peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire que si pour une personne, un RPG, c'est les 8 caractéristiques en même temps, alors Zelda n'en est pas un. Si pour une autre personne, seulement 2 éléments suffisent, alors Zelda en est un. Et les deux sont vrais en même temps. Parce que c'est subjectif. Ça veut dire que tout dépend du point de vue avec lequel on regarde une chose. Peut-on inscrire dans le marbre une définition objective? On pourrait, mais comme ça n'a pas été fait, en débattre n'a aucun sens, sauf si on fait nous-mêmes partie d'une association ou d'une organisation, comme par exemple la norme ISO qui fixe des standards. Si on ne fait pas partie d'une telle organisation et que les débats n'amèneront à aucun standard, essayer d'argumenter sur des concepts subjectifs n'a absolument aucun sens. C'est un petit peu comme s'il y avait quelqu'un sur une plaine et moi sous un arbre, on levait tous les deux la tête, et moi quand j'élève la tête, je vois des branches, et l'autre personne quand elle lève la tête, elle voit le ciel. Les deux personnes ont raison en même temps, et pourtant, le résultat de l'expérience est totalement opposé. Tout simplement parce qu'on ne regarde pas la chose, c'est-à-dire regarder vers le haut, avec le même point de vue, depuis le même emplacement, entre guillemets. Ainsi, c'était pareil pour Zelda qui a mené à des dizaines de milliers d'heures gâchées sur des forums pour rien. Une fois qu'on a compris en fait l'essence des mots, on se rend bien compte que ça ne menait à rien. Enfin, j'aimerais parler du cas de la Game Boy. Vous connaissez forcément tous la Game Boy. C'est une série de consoles portables qui a eu 3 itérations. La Game Boy, puis la Game Boy Color et enfin la Game Boy Advance. Le problème avec ce que je viens de dire, c'est qu'en fait les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que même la définition d'une console de jeu n'est pas fixée dans le marbre. Et ça, c'est un gros problème. Parce que comment peut-on comparer plusieurs consoles si on sait même pas la définition même d'une console? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux consoles sont censées être différentes si l'une peut faire tourner un jeu et pas l'autre. Oui, mais le problème, c'est que il y a énormément d'exceptions avec ce genre de raisonnement. Par exemple, la 3DS. La 3DS existe en 2 versions, la version 3DS et la version New 3DS, et il existe un jeu sur New 3DS qui ne tourne pas sur 3DS. Alors comment faire? Est-ce qu'on est dans une nouvelle génération de consoles? Est-ce que c'est une nouvelle console? Comment est-ce qu'on fait? Pareil, par exemple, entre la DS et la DSi, on s'est retrouvé avec le DSi qui avait accès au service en ligne DSiWare, et ça a donné accès à des centaines de jeux qui n'étaient pas disponibles sur la DS. Est-ce une console fondamentalement différente? Tout ça, en fait, c'est très subjectif. Et tout dépend de la définition que vous donnez. Il n'existe pas à ce jour de définition objective, tout comme pour RPG, d'une console de jeu.
Et ça a donné lieu en fait à beaucoup encore une fois, de débats houleux. Par exemple, la Game Boy et la Game Boy Color sont-elles une seule console ou deux consoles séparées? Alors contrairement au cas 3DS et New 3DS, une fois que la console Game Boy Color est sortie, les cartouches contenaient deux versions. Une version Game Boy, une version Game Boy Color. Pourquoi? Parce que ce sont en fait deux consoles différentes qui n'ont pas les mêmes cartes mères, qui n'ont pas les mêmes processeurs, qui n'ont pas la même mémoire, etc. Et il fallait faire donc deux versions différentes, et les cartouches contenaient donc deux versions. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs toujours actuellement, même si ça se fait au niveau dématérialisé. Par exemple, si vous allez sur le site de PlayStation, vous pouvez acheter un jeu qui contient en fait trois versions différentes, par exemple une version PS3, une version PS4, une version PS Vita. C'est quelque chose qui a un peu toujours existé, sauf qu'avant c'était fait peut-être un peu plus de manière cachée. Et au fur et à mesure du temps, puisque la Game Boy Color a complètement remplacé la Game Boy, et bien les jeux sont sortis exclusivement sur Game Boy Color. Au final, la Game Boy Color, dès qu'elle est sortie, elle a eu des jeux compatibles avec l'ancienne Game Boy pendant sa première année, et puis après, tous les jeux étaient exclusifs à la Game Boy Color. Et pourquoi je dis ça? Parce que actuellement dans le monde du jeu vidéo, dès que vous regardez un article qui parle de la Game Boy, ils en parlent comme de la console portable la plus vendue du monde, dans l'ère pré-DS. Alors qu'en fait, ils utilisent une définition qui est, à mon sens, illogique. En clair, à partir du moment où elle est sortie, 72% des jeux sont sortis exclusivement sur Game Boy Color. C'est-à-dire que si on était resté seulement sur Game Boy, il y a 3/4 des jeux auxquels on ne pouvait pas jouer. Peut-on encore parler d'une seule et même console? En fait, même Wikipédia est d'accord sur ce point de vue-là et range les consoles comme deux consoles absolument différentes. Si je dis ça, c'est parce que, bien pour montrer à quel point le travail de journaliste ne va pas à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a eu actuellement des milliers d'articles qui parlent du fait que la Game Boy est la console portable la plus vendue du monde, dans l'ère pré-DS en fait. Alors que concrètement, la Game Boy Color est la console la moins bien vendue de Nintendo, puis vient la Game Boy et la Game Boy Advance qui est bien plus vendue en fait que les deux autres. Alors qu'actuellement, on dit l'inverse. Encore une fois, toute une question de définition. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été regarder c'est quoi une définition d'une console de jeu et donc ont essayé de prendre l'avis le plus consensuel sans même regarder si il était logique ou non. Voilà tout, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir.